Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Cannes Football Club. La poutine du soccer. www.cannesfootballclub.com. Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la ligne, le podcast qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes et des enjeux et celui du terrain. Nous ne serons pas dans l'actualité chaude, mais sur des sujets moins traités qui pourront éclairer cette actualité et parfois la devancer. Pour cela, j'aurai la chance de recevoir pour vous des acteurs du football. Ils seront joueurs ou partisans, analystes ou spectateurs, ex-pros, journalistes, juristes ou sociologues. Mais ils auront tous un regard intéressant à faire partager. Je remercie le Cannes FC de me donner l'occasion de vous le présenter. Je ne peux trop vous conseiller de visiter le site internet régulièrement, cannesfootballclub.com, comme de vous abonner aux podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Allemagne. La Coupe du Monde approche et l'Allemagne est un des favoris. Car, comme l'a dit Gary Lineker, un grand joueur devenu un grand analyste, et là vous allez profiter de mon charmant accent français, Football is a simple game. 22 men chase the ball for 90 minutes and at the end, the Germans wins. Nous verrons dans un premier temps comment le football allemand s'est construit autour d'un financement qui paraît désuet aujourd'hui, la règle des 50 plus 1. Puis, nous nous intéresserons à ce qu'on appelle le football allemand d'en bas, celui des petites divisions, à travers le séjour de notre invité en Allemagne, à Babelsberg. Le podcast aura toujours une partie soccer local, appelée l'Instant Impact. Et aujourd'hui, on s'intéressera à Samuel Piet et à son expérience allemande. Enfin, nous conclurons sur les chances de l'Allemagne à la Coupe du Monde et son fabuleux roster. Notre invité aujourd'hui est Tom, docteur en droit et fin observateur du football allemand. Bonjour Tom. Bonjour Alex. D'abord, je voudrais te demander, est-ce que tu as un club que tu soutiens ? Babelsberg, je vais l'expliquer plus tard, tu verras pourquoi. Parfait. Et en MLS, est-ce que tu soutiens un club ? Non, pas vraiment. Si tu n'en as pas, je te propose de soutenir l'Impact, c'est le meilleur des choix à faire. Ok, c'est noté. Eh bien, c'est parti. Notre premier sujet s'intéresse donc à la règle d'organisation financière des clubs allemands, le 50 plus 1. C'est une règle qui régit l'actionnariat des clubs allemands et qui influe de façon importante sur leur compétitivité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux 50 plus 1 ? Alors, avant de commencer et d'expliquer exactement ce qu'est le 50 plus 1, je voulais te remercier Alex pour avoir fait travailler sur ce sujet. Parce qu'en fait, je pensais c'était juste un banal sujet de l'économie du football, quelque chose d'assez... dont on parlait un petit peu comme ça entre nous déjà. Et en fait, en approfondissant un petit peu le sujet, je me suis aperçu que c'était peut-être des choses plus profondes qui étaient concernées par ce sujet. Et donc voilà, merci encore donc déjà de m'inviter et de m'avoir fait traiter ce sujet en particulier. Alors, le 50 plus 1, qu'est-ce que c'est ? C'est une règle d'organisation financière des clubs de football. Pour être précis, ça se trouve à l'article 16C du statut de la Fédération allemande de football. Et cette règle, elle pose les conditions pour qu'un club puisse obtenir sa licence pour participer à un championnat organisé par la fédération. Donc la Bundesliga, Zweite Bundesliga, etc. Alors, avant toute chose, il faut bien comprendre qu'en Allemagne, les clubs de foot sont organisés en association. Je ne sais pas comment c'est au Canada, ou en Amérique du Nord, mais en tout cas en Allemagne, ce sont des associations, donc des personnes privées qui se réunissent entre elles pour former un groupement juridique, l'association. Et lorsqu'on a un club qui est une simple association en tant que telle, il n'y a pas de difficulté. Ce qui va poser problème ou ce qui va être encadré, c'est lorsque les clubs sont intégrés dans des entreprises, dans des sociétés. D'accord ? Et dans un tel cas, en fait, l'association mère, celle qui a le club de foot, donc, qui a une section football, elle doit détenir, cette association, elle doit détenir la majorité des parts de la société dont elle fait partie. Il s'agit alors de la majorité absolue, puisque l'association doit détenir 50% des parts plus une. De la société. Donc par effet miroir, ça signifie que les autres actionnaires de la société,
qui encadrent le club, ce qu'on peut qualifier d'investisseurs, ils ne peuvent détenir plus de 50% des parts, ils n'auront que moins de 50% des parts. J'espère que c'est clair. C'est bon. Tout à fait. Ok. 50 plus 1 pour le majoritaire. Le reste ou une partie divisée de ce reste pour les autres. Tout à fait. Alors, je vais essayer de concrétiser par un exemple, ok. Toi, si ensemble et avec des amis, on décide de créer un club de foot, je sais pas, l'association sportive de la Cruteno 018. Ouais, on est en 2018, c'est pour. On le fait sous forme d'association. On est entre nous. Ce serait l'ASK 018. On commence au plus bas de l'échelle, donc du niveau départemental, donc un amateur. On a des très bons résultats. Petit à petit, on monte. Au bout d'un certain temps, le fonctionnement en seule association va être limité, va nous limiter en tout cas dans notre développement sportif et économique, puisque l'association, comment est-ce qu'elle fonctionne au niveau financier? Uniquement avec les cotisations de ses membres. Et si, entre nous, on va pas pouvoir mettre des sommes folles tous les ans pour cotiser à l'association, et peut-être avec des subventions de la part de la ville, mais c'est aussi limité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire appel à d'autres investisseurs, mais eux, ils auront intérêt, ils attendent un retour sur investissement. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est créer une société, ok, et dans laquelle on va donc accueillir d'autres actionnaires que l'association, des actionnaires qui ont vraiment de l'argent, des sociétés, des entreprises. Si on est dans le fonctionnement du football allemand, ces investisseurs qui viennent nous aider ne peuvent pas doivent être minoritaires. Là, ces actionnaires, et c'est l'association que nous avons créée, la SK 018, qui devra avoir dans le capital de la société 50% des parts plus une. Voilà. J'espère que là encore c'est clair. Alors, c'est une incidence bien entendu sur le pouvoir au sein de la société, puisque c'est l'association qui a tout à fait le pouvoir décisionnaire, puisqu'elle a la majorité des parts, donc ça signifie que lorsqu'il y a des conseils d'administration, etc., c'est l'association qui a le plus de pouvoir dans la prise de décision. Or, qui sont les membres de cette association? En Allemagne, ce sont les supporters. Et donc, si on fait de fil en aiguille, ce sont les supporters qui ont le plus de pouvoir dans les clubs allemands. Si on a dans notre exemple, donc par exemple une brasserie qui serait devenue actionnaire, la brasserie La Crutenoise, qui n'existe pas, mais la brasserie La Crutenoise qui serait devenue actionnaire de notre club, même si elle met beaucoup d'argent sur la table, ce n'est pas elle qui a la décision finale. Alors, c'est une règle qui constitue un principe, ce 50 plus 1, c'est un principe juridique, et dans le droit, tout principe est assorti d'exceptions. Je suis désolé, je fais un peu mon juriste, mais comme tu l'as dit, c'est ma formation. Alors, il y a une exception en Allemagne. Une entreprise peut avoir la majorité des parts de la société qui est adossée à un club de foot, dès lors qu'elle a financièrement aidé de manière importante la section football de l'association en cause, sans interruption, depuis 20 ans. En fait, cette exception est issue d'une décision du tribunal arbitral de la Fédération allemande qui a été rendue en 2011. Et en pratique, je suis allé vérifier, il n'y a que le Bayer Leverkusen, donc c'est Bayer, l'entreprise pharmaceutique qui détient le Bayer Leverkusen, l'équipe d'Allemagne, de football. Et ça vaut aussi pour Wolfsburg, le VfL Wolfsburg. Là, c'est Volkswagen qui est propriétaire. Voilà. Donc ça reste une exception. Voilà. Et il y a, juste avant que tu me poses une question, parce que je vois que tu es pressé de me poser des questions, juste, cette règle a été un peu détournée par Red Bull, qui en fait a acheté un club à Leipzig, un club mais qui est en 5e division, qui intéressait pas grand monde à part ses supporters, et qui en fait est devenu le Rasenballsport Leipzig, pour faire en fait RB Leipzig, avec le RB de Red Bull. Donc déjà c'est un détournement de la règle, puisqu'il n'y a pas le droit au naming en Allemagne pour les clubs, et donc ils ont un peu détourné cette règle. Et ce club de Leipzig, le RB Leipzig, est maintenant en Bundesliga. Donc, le Red Bull doit respecter le 50 plus 1. Donc, Red Bull ne doit pas avoir plus de 50% des parts du club. Et c'est une association qui doit avoir la majorité des parts. Seulement, il y a bien une association, seulement celle-ci propose des cotisations très élevées. J'ai regardé, c'est entre 100 et 1000 euros par an. Donc bien sûr, tout le monde ne peut pas cotiser tous les ans 100 euros dans un club. Sans compter ensuite si on sont les supporters, le prix des places, etc., les déplacements, enfin ça fait beaucoup.
pour montrer à quel point c'est assez énorme, le Bayern Munich, donc, qui est quand même la grande équipe d'Allemagne, la cotisation pour adhérer à l'association au Bayern Munich, c'est entre 30 et 60 euros. Voilà, sans commune mesure. Et donc, on voit bien qu'en fait, le fonctionnement du RB Leipzig exclut les simples supporters du fonctionnement du club. Voilà, donc dans les faits, ce sont principalement les 4 dirigeants de Red Bull qui font partie de l'association et qui gardent le pouvoir décisionnaire. D'accord. Est-ce que cette règle empêche l'apport de capitaux étrangers ? Écoute, il n'y a rien qui dit que c'est interdit. Seulement, quand on regarde l'apport des capitaux étrangers dans ces dernières années, quel est le projet ? Le projet, c'est de racheter tout le club et de mettre beaucoup d'argent et donc d'avoir la décision. On l'a vu là, pour des projets type Paris Saint-Germain, etc., Monaco, Manchester City, la règle des 50+1, elle attire pas les investisseurs puisqu'ils mettent de l'argent sans avoir la décision derrière. D'accord. Moi, j'ai beaucoup lu que cette règle elle a été remise en cause et je voudrais savoir dans quel cadre est-ce qu'elle est remise en cause. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y en a une première, je crois que c'est en 2009, avec Martin Kind, qui est, je crois, l'investisseur du Hanovre 96, et qui s'était un peu opposé donc, à cette règle qui l'empêchait, encore une fois, de prendre... il mettait de l'argent et il n'avait pas de la décision, donc il n'était pas content. Ça n'a pas eu de suite, puisque les autres clubs se sont prononcés pour le maintien de cette règle. Alors, aujourd'hui, il y a une remise en cause un peu de cette règle qui s'appuie principalement sur la question des résultats qui seraient moins bons des clubs allemands en Ligue des Champions, et du coup qu'en fait cette règle créerait un déficit de compétitivité, si je puis dire, pour les clubs allemands au niveau européen. Voilà. D'accord. Tout ça est en effet très intéressant. Moi, si je peux me permettre de peut-être donner ma vision, c'est que l'Allemagne, c'est un pays conservateur, et cet état de fait a pour moi une conséquence qui est le gel des valeurs sportives et financières des clubs. Est-ce que tu es d'accord sur cet avis-là ? Qu'est-ce que tu appelles finalement, dans la mesure où un investisseur extérieur ne peut pas venir pour apporter beaucoup d'argent, la redistribution des cartes, elle est plus difficile. Par exemple, on a vu que en France, le Paris Saint-Germain, grâce à l'argent des Qataris, est devenu omnipotent, alors que les années précédentes, c'était un club qui allait mal, et c'était surtout un club qui était en difficulté et qui était régulièrement battu et doublé par des clubs comme Lyon, Monaco et d'autres. Oui, alors, effectivement, c'est tout le point, c'est-à-dire que ça n'empêche pas que des investisseurs mettent beaucoup d'argent, d'accord, cette règle. Seulement, cet argent qui sera investi ne sera pas transformé en part dans la société, et du coup, empêche un retour sur investissement, puisque, sans faire trop de droit des sociétés, parce que je ne m'y connais pas non plus beaucoup, mais quand tu es dans une société et que tu es actionnaire, ce sont tes actions qui vont déterminer le retour sur investissement que tu auras. Et donc, effectivement, l'investisseur, lui, il peut mettre beaucoup d'argent, il peut mettre autant d'argent qu'il veut. Seulement, il pourra pas avoir il pourra pas avoir la majorité des parts. Et du coup, il pourra pas avoir de décision. Oui, en fait, cet argent, il peut le donner, mais c'est un peu en pure perte. Un peu comme si je venais chez toi, que je refaisais ton appartement à mes frais, mais qu'après, je pouvais pas l'utiliser, je pouvais pas après le revendre une fois qu'il était mieux fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tu as tout à fait compris. D'accord. Moi, je considère aussi que cette règle, malgré ses inconvénients, elle a quand même réussi à créer quelque chose qui n'existe plus dans beaucoup de clubs, c'est l'attachement local au club. C'est-à-dire que souvent, les gens qui sont à la tête du club, c'est des gens qui sont de la région. Et donc, l'attachement local, il est important. Les supporters ont aussi un attachement parce que c'est le club de la région qui est tenu par des gens de la région, parfois par des gens qui connaissent. Et c'est vrai que moi, j'ai vu ça à Strasbourg. L'attachement régional, il est très important et il a fait beaucoup dans le redressement du club. Et il a une autre conséquence, à mon avis, tu me diras si j'ai raison, c'est que finalement, les joueurs locaux, on essaiera de les développer, on essaiera de les conserver, et au final, les meilleurs joueurs allemands jouent toujours en Allemagne. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit là. Après,
Enfin, comment dire, c'est vrai que les meilleurs joueurs allemands jouent toujours en Allemagne, et c'est pour ça que je trouve pas forcément pertinent de dire c'est parce qu'il y a cette règle que on n'est pas compétitif au niveau européen, puisqu'il y a quand même, l'équipe d'Allemagne est championne du monde. La plupart des joueurs allemands jouent dans le championnat avec cette règle. Et effectivement, il y a quand même, on voit le Bayern Munich qui est quand même là, ils seront en demi-finale de la Ligue des Champions, ils vont peut-être aller plus loin, on va voir. Mais le Bayern, il s'appuie quand même sur des joueurs cadres qui sont de Bavière. Il y a eu Philippe Lahm, pour prendre assez récemment, mais Philippe Lahm, il est bavarois, on ne peut plus bavarois que lui. Il y a Müller actuellement aussi, qui est bavarois. Schweinsteiger aussi était issu de Bavière. Voilà, donc il y a quand même cet attachement au club qui fait que ils peuvent s'appuyer sur des très bons joueurs et où ils peuvent développer de très bons joueurs locaux. Et ce qui, à mon avis, ne les empêche pas d'être compétitifs au niveau européen. Et c'est pour ça qu'en tout cas, sur la remise en cause actuelle du 50+1, moi je suis pas forcément favorable à cette remise en cause. Et là où je te disais que c'était un sujet qui est quand même profond, c'est que c'est une philosophie du football en fait. C'est ça, c'est que est-ce que on est prêt à avoir une vision purement économique où il faut de l'argent de toute façon pour développer une grande équipe, ou est-ce que en restant local, en ayant de la tradition, en laissant les supporters aussi décider, est-ce qu'on n'arrive pas à développer des grandes équipes? Si je prends, alors c'est peut-être caricatural, mais si je prends le Paris Saint-Germain d'un côté et le Bayern Munich de l'autre, lequel a le plus de résultats au niveau européen? C'est le Bayern Munich qui reste sur le 50+1. Voilà. C'est un bon exemple, bravo. L'actionnariat est aussi un sujet brûlant en MLS, et on va peut-être conclure là-dessus. Entre la nouvelle valorisation du DC United et l'arrivée de nouvelles franchises, impressionnantes comme celle de Miami, certains sympathisants espèrent que l'Impact accueille de nouveaux investisseurs, et c'est vrai que c'est souvent un double tranchant. Il y a ce côté hors-sol qui est dérangeant, et puis il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui finalement ont emmené leur club à la faillite. Très bien. Cette partie est finie. On s'intéressera maintenant à une nouvelle partie qui sera le football allemand d'en bas, celui qui offre à l'Allemagne ses joueurs de grande qualité, celui qui fait vibrer le cœur de l'Allemagne, direction l'ex-Allemagne de l'Est, direction Babelsberg. Donc d'abord, je voudrais savoir comment toi tu en es venu à suivre Babelsberg. Écoute, alors, c'est simplement la vie qui m'a mené à supporter ce club, puisque j'ai fait mes études en Allemagne, donc dans le quartier de Babelsberg, qui se situe à Potsdam pour situer. Donc Potsdam, c'est près de Berlin, je le situe tout de suite. Et j'ai fait mes études dans ce quartier, et le stade étant vraiment juste à côté de là où j'habitais, j'ai très vite eu l'envie d'aller voir ce qu'il en était, et je suis tombé en amour, vraiment devant ce club et devant la vie de ce club en fait, par mes différents passages dans le stade lors des matchs, et je pourrais développer ce sujet peut-être avec tes questions, mais voilà, c'est ça. D'accord. J'ai fait mes études là-bas, voilà. Quel est le niveau du club? Alors actuellement ils sont en 4e division, donc c'est la Regional Liga, donc la ligue régionale, donc c'est divisé en différentes régions. Eux ça doit être nord-est, division nord-est, donc voilà, 4e division, ils sont amateurs. Ça reste des amateurs. Et quand j'y étais, ils ont fait un passage en 3e Bundesliga. Donc c'était 3e division. Et là, ils étaient limite pro. C'était vraiment. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire ton expérience et ce qui t'a marqué? Alors, décrire l'expérience, ça prendrait trop de temps. Donc je vais essayer d'aller sur les faits saillants un petit peu de mon expérience. Ce qui m'a marqué, moi, c'était l'aspect. Déjà, c'est un petit stade. Qui est très proche de la nature, et où il y a principalement donc, des places debout. En tout, je crois ils peuvent contenir 10 000 personnes, 10 000 spectateurs, mais la plupart, les 3/4, on va dire, du stade, c'est des places debout. Donc voilà, il y a un côté très détendu du coup, et il y a beaucoup de spectateurs. Vraiment, en tout cas pour un club de 4e division, bien entendu. Je crois de mémoire, il devait y avoir pour les matchs normaux, si je puis dire, 800 spectateurs à peu près. Et ça peut monter sur des matchs à enjeu, ou des matchs des derbies de l'Est contre Dresde. On était près des 10 000. Il y a une vidéo qui passait sur YouTube à l'époque, où on voyait un derby contre l'Union Berlin. Et c'est le feu. Enfin, quand tu regardes cette vidéo, c'est un truc, on n'a pas l'impression que c'est un match de 4e division. Le stade est plein, il y a des fumigènes, voilà. Donc déjà, le nombre de spectateurs, et ça fait le lien, l'ambiance aussi. C'est-à-dire qu'il y a des ultras,
qui font... alors, les fumigènes, c'est interdit, donc ils évitent d'en faire. Mais il y a les banderoles, il y a des chants, il y a des tifos même, parfois. Non, ça, c'est impressionnant. Et en même temps, tu as un public très familial, d'habitués, de toute classe sociale aussi. Voilà, il y avait des gens qui étaient plutôt des universitaires, on va dire, ou on va dire des intellectuels, si je puis dire, qui venaient au stade de manière habituelle, sans forcément se montrer, comme on le fait à Paris maintenant, certaines fois. Voilà, ça m'a marqué, le public m'a marqué, l'ambiance bon enfant, voilà, et puis ce qui m'a marqué par rapport à l'expérience que j'ai eue en France, c'est un soutien plutôt positif. C'est-à-dire que même quand ça va pas bien, voilà, on propose des solutions. C'est-à-dire qu'on va dire mets la balle devant, jouez offensif. C'est pas simplement vous êtes nuls. Voilà, c'est vraiment il y avait des propositions. Et moi je trouvais ça plutôt positif. J'étais content même quand on avait perdu, j'étais content. J'étais dans une bonne humeur parce qu'il y avait ce côté positif. On a encouragé l'équipe jusqu'au bout. Et ça m'a bien marqué. Et dernière chose vraiment, mais alors ça c'est peut-être ça dépasse le côté foot, le côté jeu. C'est l'implication des supporters dans la vie du club, puisque il y avait une mauvaise passe qu'ils ont traversée financière, un peu comme le Racing Club de Strasbourg, et il y avait une implication extraordinaire des supporters. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en dire quelques mots sur cette application. Ok, c'était donc il y avait des problèmes financiers. Il fallait sauver le club financièrement. Et les supporters, ils ont organisé des tas d'événements, des barbecues, avec des concerts aussi. Donc tu venais au stade, et donc tu payais ton sandwich, t'écoutais le concert, et en fait tout ce qui gagnait comme argent était reversé au club directement. Ils ont collecté aussi des bouteilles de verre, parce qu'en Allemagne, donc il y a la consigne sur les bouteilles de verre, c'est-à-dire que quand on achète une bouteille, on paye un peu plus cher que le prix normal de la bouteille de bière. Une fois qu'on l'a terminé, on peut rendre la bouteille et on a de nouveau ce prix. Du coup, tu pouvais donner tes bouteilles de bière vides et les supporters allaient dans un magasin et gagnaient la consigne qu'ils donnaient au club. Ils ont mis en place un truc que tu pouvais financer par SMS. Tu pouvais envoyer un SMS et tu finançais le club. Moi, j'ai participé comme ça. Et puis aussi, j'ai des images dans ce moment-là. Donc, il y avait des remous, les assemblées générales de supporters, etc. J'ai une image d'un supporter qui s'était attaché avec des chaînes à une barrière du club. En disant non, tant que ça bouge pas, je reste là, etc. Enfin, des choses comme ça, tu vois. Et ça m'a marqué. Et cette implication fait que je me sens proche de ce club. C'est assez extraordinaire. Le supporter qui s'attache au grille du stade en disant tant que vous n'aurez pas trouvé une solution pour sauver mon club, eh bien je bougerai pas. Alors je trouve que c'est extraordinaire. Vraiment, c'est une belle expérience et ça montre finalement l'amour que le public allemand, les Allemands peuvent avoir pour le football et pour leur club. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance j'habite à côté de l'Allemagne, j'ai eu la chance de voir plusieurs fois du football en Allemagne et de voir aussi la Coupe du Monde en Allemagne. Et j'ai vraiment été très très surpris par cet amour. C'est assez intéressant la partie où tu parles des finances. Elle m'intéresse aussi à un autre titre, c'est que moi je considère de l'extérieur que le football allemand est très structuré et très riche par rapport au football français. Donc moi j'habite à la frontière et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs amateurs qui traversent la frontière pour pouvoir jouer en Allemagne et qui vont trouver en Allemagne des meilleures conditions sportives. Alors pas forcément à un niveau supérieur, mais des meilleures conditions, parlons crûment, financières, mais aussi des installations de meilleure qualité, un coaching staff de meilleure qualité et qui, pour ça, vont traverser la frontière. Et ça existe pour les amateurs, les adultes, mais ça existe aussi pour les jeunes. C'est vrai que les clubs allemands n'hésitent pas à venir en France pour essayer de débaucher des joueurs en leur proposant des bonnes conditions d'entraînement, en leur proposant aussi de façon très pratique d'aller les chercher et de les ramener à la fin de l'entraînement, et aussi en leur proposant de l'argent, ce qui n'existe pas, ou beaucoup moins, pour le même niveau en France. Et puis si je peux juste rajouter sur l'ambiance aussi, c'est vrai que quand tu joues en national en France, tu joues je crois devant 200 personnes parfois, devant une ambiance où tu as 800 personnes avec 200 justement qui crient, qui t'encouragent, qui chantent et qu'après le match tu vas remercier parce qu'ils t'ont soutenu. Je pense que ça peut faire aussi la différence. Exactement. Eh bien, merci pour cette plongée dans le football allemand. Maintenant, nous arrivons à notre partie soccer local
L'instant impact, boum! Si on connaît un peu la carrière de Samuel Piette en Espagne, qu'est-ce qu'on peut dire, que peux-tu nous dire sur la carrière de Samuel Piette, l'Allemand? Donc je vais peut-être faire un petit résumé des faits saillants. Donc Samuel Piette est né en 1994, il a donc 23 ans. Il a fait du hockey et du football jusqu'à 13 ans. Et il est parti du Québec pour aller se former en France, où il est resté 3 ans. Il rejoint alors le Fortuna Düsseldorf, dont l'équipe première est en Bundesliga, donc le haut niveau du championnat allemand. Il joue avec l'équipe des jeunes qui participe à la Regionalliga West. Bon, vous excuserez aussi mon accent allemand. C'est le 4e échelon du football allemand. Sa première saison est difficile. Il ne dispute que 2 matchs. De son côté, l'équipe première est 17e et descend donc en 2e division. Ouais, ça c'est en 2012-2013, je précise juste. Je te remercie de tes précisions. Donc 2013-2014 marque un tournant pour lui, puisqu'il devient indispensable à l'équipe des jeunes de Düsseldorf. Il joue 28 matchs avec cette équipe de jeunes. Il est 24 fois titulaire. S'il manque quelques rencontres, c'est uniquement pour une cause de suspension. Il a déjà un caractère bien formé. La fin de saison finit en trompe pour lui, puisqu'il est appelé 4 fois avec l'équipe première et participe à une dynamique positive du club. 3 victoires et un nul. Le club finira donc 6e du championnat. Il entre 2 fois pour aider ses coéquipiers et participe ainsi aux 2 premiers matchs professionnels. Une victoire contre Paderborn et un nul contre Cassel. Son apprentissage terminé en Allemagne, il s'engage en Espagne et il y passe 3 ans avant d'être recruté avec l'Impact. Moi, je voudrais savoir quel est ton avis sur la formation en Allemagne et en particulier sur le Fortuna Düsseldorf. Alors, la formation, la seule chose que je sais, c'est qu'ils ont effectivement renouvelé leur formation en s'inspirant de la formation française. Alors, on pourra peut-être à un autre moment, un autre podcast, approfondir ce sujet. Sur le championnat, donc, il faisait partie donc, de l'équipe jeune qui était dans la Regional Liga West. Donc, c'est la 4e division. C'est la division dont je parlais tout à l'heure pour Babelsberg, mais de l'autre côté du pays, de l'Allemagne. Alors, en fait, c'est un championnat donc, qui est constitué pour une part d'équipes de jeunes, mais pour une part d'équipes comme Babelsberg, où c'est l'équipe première qui joue, avec donc des joueurs qui sont plus âgés. Ce qui fait en fait qu'il y a un double avantage à ça, pour moi en tout cas, c'est que Samuel s'est retrouvé face à des joueurs qui étaient plus vieux, donc physiquement plus forts. Hein, et en plus, dans ces échelons-là, il n'y a pas non plus. Enfin, le niveau technique peut être un peu limité, et du coup, ils ont tendance à jouer physique, d'autant plus contre ces équipes de jeunes, hein, puisqu'ils savent qu'ils sont face à des petits minots de même pas 20 ans, donc les vieux briscards de 30 ans, ils y vont. Et je trouve que pour un milieu défensif, hein, c'est une bonne formation. Enfin, on apprend en se coltinant quand même des joueurs qui y vont. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième aspect, c'est que face à d'autres équipes de jeunes, tu te retrouves face à des futurs grands joueurs d'Allemagne, hein, du championnat allemand, voire même de l'équipe d'Allemagne, puisque dans sa division, lui, il y avait l'équipe de jeunes de Schalke 04, Mönchengladbach, Cologne, d'autres, hein, qui sont donc des équipes de Bundesliga ou de deuxième Bundesliga et qui sont des équipes qui sortent de très bons joueurs. Donc il a pu d'un côté faire face à des joueurs qui étaient dans le physique. Donc travailler cet aspect physique, voilà, et en même temps peut-être être face à des joueurs qui sont plus techniques, plus talentueux, et donc là aussi se former et évoluer avec ce genre de joueurs, et aussi dans son équipe même, hein, il était face à des joueurs qui étaient destinés à être pro, hein, en Allemagne. Voilà. Donc moi je pense que c'est une formation qui est tout à fait bonne, ce mélange des genres, et en plus voilà, il a même pu arriver à jouer pro avec cette équipe de Düsseldorf. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui est une bonne formation, et voilà. Enfin, voilà ce que je pouvais dire. Je sais pas si... Voilà, non, je suis d'accord avec ton analyse. Bon, c'est toi l'expert, mais je me permets quand même. C'est rassurant d'être d'accord avec l'expert. On a moins souvent tort. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi aussi pour la formation. Les Allemands, ils se sont retrouvés un jour à se dire notre formation, elle est un peu en difficulté. On va s'inspirer des meilleurs. Alors des meilleurs à cette époque-là, c'était la France, puisque bon, la France est restée, c'est le centre des formations de l'Europe. C'est les joueurs français
sont les plus nombreux à jouer dans les différents championnats de par l'Europe et de par le monde. On fera un podcast à ce propos si ça vous intéresse. Et donc ils se sont inspirés du modèle français pour ce qui est de l'organisation. Et ils se sont aussi beaucoup inspirés du modèle espagnol pour ce qui est du jeu. C'est-à-dire essayer de proposer beaucoup de jeux. Ne pas seulement se baser sur les qualités naturelles allemandes, un petit peu caricaturales, l'espèce de force physique, le côté, une espèce de fighting spirit et de jamais lâcher l'affaire. Hein. Je pense que il y a beaucoup de sélections qui se sont heurtées à cette force allemande, la force physique et la force de toujours y croire. Et aussi en adaptant la formation espagnole, alors évidemment du jeu, des 1-2, beaucoup de passes, mais en gardant une spécificité locale qui est aussi la capacité à jouer directement vers l'attaquant, la capacité à frapper de loin et d'autres capacités qui sont l'essence finalement du football allemand comme on l'a toujours connu. Oui, c'est ce qui a permis, je pense que c'est aussi ce qui a permis à l'équipe d'Allemagne d'être au très haut niveau international et pendant pratiquement 10 ans et d'arriver à être championne du monde il y a 4 ans. Je pense que, on voit ces joueurs. Schweinsteiger, il a joué en 4e division avant d'arriver en Bundesliga. Voilà, c'est des joueurs qui sont passés par ce cursus-là. C'est ça, et puis c'est vrai que l'Allemagne forme aussi beaucoup de joueurs. C'est des joueurs qui ne s'exportent pas toujours, parce que finalement ils sont heureux en Allemagne, mais dans les divisions inférieures, eh bien, les bases des équipes, le gros des équipes, c'est des joueurs allemands, souvent formés localement. Très bien, moi je voudrais juste aussi faire un tout petit aparté sur aussi Samuel Piette, sa formation allemande. Pour moi, elle a un autre intérêt. Avoir été formé en Allemagne et en Europe, ça a l'avantage, à mon avis, pour lui, qu'il a cette capacité à faire le pont entre le staff français de l'Impact et ses coéquipiers nord-américains. Il connaît le vocabulaire du staff, il connaît la façon de travailler des Européens et des Français. Il sait ce qu'il y a derrière le mot. Et à mon avis, c'est vraiment un avantage non négligeable parce que finalement, il peut traduire finalement le non-verbal. Et il peut expliquer à ses coéquipiers ce que veut vraiment l'entraîneur et ce qu'il y a derrière le mot. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve que c'est une analyse très fine. Non, c'est vrai, c'est important aussi dans un vestiaire d'avoir... Pourquoi pour un entraîneur, je pense, c'est de pouvoir être compris. Hein, il faut et comprendre aussi ses joueurs. Et donc là, je pense qu'effectivement, Samuel Piette pourra faire l'intermédiaire et peut-être être un peu de l'huile dans les rouages du club et donc permettre à ce club d'exprimer tout son potentiel. Parfait. On va arriver à la conclusion. Donc, c'est déjà fini. Ça va vite. Non, il reste encore une partie. Rassure-toi, on va encore pouvoir parler un petit peu. Donc, la conclusion qu'on souhaitait proposer, c'était finalement de regarder comment on voit l'Allemagne pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde commence bientôt. À ce propos, je vous conseille bien sûr d'écouter le super podcast 320 et 322 enregistrés par Reg, Jules et Sid, et l'excellent podcast MLS Africa Plus du tout aussi excellent Mathieu Lemay, accompagné de la référence Patrick Julliard. Allez faire un tour aussi sur le canfootballclub.com. Vous y trouverez un dossier spécial Coupe du Monde et un dossier global Montréal Vibre Soccer. Donc l'Allemagne est favorite. C'est un des favoris logiques, puisqu'elle est championne du monde en titre, qu'elle a gagné la Coupe des Confédérations avec une équipe B, et elle est aussi demi-finaliste très malheureux du dernier Euro. Alors Matt, comment est-ce que toi tu vois l'Allemagne ? Alors moi c'est Tom. C'est pas grave. Écoute, moi j'ai regardé un petit peu là le calendrier, leur parcours. Je pense qu'ils peuvent facilement arriver en demi-finale, a priori, à mon avis. Mais au-delà du pronostic, moi c'est vraiment de l'excitation devant cette Coupe du Monde pour voir justement si l'équipe d'Allemagne qui a été aussi longtemps à aussi bon niveau, avec des joueurs qui, après la victoire à la Coupe du Monde, ont pris leur retraite, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ce niveau sur une Coupe du Monde ? La Coupe des Confédérations, je suis d'accord, ils l'ont gagné, ça reste la Coupe des Confédérations.
Donc à voir si, avec la pression de la Coupe du Monde, la pression du tenant du titre, la pression peut-être sur des joueurs qui n'étaient pas en première ligne, en tout cas qui n'étaient pas mis en avant il y a 4 ans, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ce niveau? Et alors je sais pas s'ils pourront être champions du monde parce que ça peut... voilà, c'est toujours difficile, c'est périlleux. Mais voilà, la question c'est aussi... est-ce qu'ils y arriveront en demi-finale et comment est-ce qu'ils y arriveront? Est-ce qu'ils arriveront en étant aussi à l'aise que pendant pratiquement 10 ans où il y avait un jeu aussi extraordinaire, des buts, etc. Donc moi c'est une excitation pour voir est-ce qu'ils vont maintenir ce niveau malgré le départ de certains cadres, je pense à Lahm et à Schweinsteiger qui ne sont plus là. Tu as raison, ouais, ton analyse elle est vraiment bonne. C'est vrai que finalement il y a un changement de génération, mais moi je m'inquiète pas tellement pour l'Allemagne, pour une raison simple. C'est que contrairement à d'autres sélections comme le Brésil, l'Argentine ou la France, elle profite d'une équipe qui tient sa force de ses individualités, mais aussi des automatismes acquis dans les clubs. Par exemple au Bayern de Munich, c'est vrai qu'on en parle depuis un moment, tous ces automatismes, c'est une force qui est vraiment supplémentaire et les autres favoris ou les autres outsiders dont j'ai parlé tout à l'heure, on aurait même pu rajouter la Belgique ou la Colombie, n'ont pas cette force en plus. Et on sait à quel point c'est important. L'Espagne qui a dominé le football mondial l'a fait en profitant notamment des acquis du Barça et en additionnant la qualité des joueurs du Real. Elle a aussi profité d'un vivier. Et là, justement, le vivier allemand, il est assez incroyable. L'équipe a publié un article à ce sujet, que je posterai sur mon Twitter, où il démontre que l'Allemagne peut aligner 3 à 4 équipes, toutes capables de gagner cette Coupe du Monde. Oui. Et c'est vrai que on parle de Boateng, est-ce qu'il pourra venir à la Coupe du Monde? Et c'est vrai qu'en regardant ces équipes que proposait l'équipe, eh bien moi je me suis rendu compte que finalement si Boateng est absent, ça sera une perte. Mais pour le remplacer, il y a Mustafi, il y a Rudiger, il y a Bender, il y a Orban, et que ce sont des joueurs qui sont peut-être pas aussi forts et aussi expérimentés que lui, mais qui sont vraiment juste en dessous. Si tu me permets juste d'intervenir, parce que les noms que tu citais, que ce soit Boateng ou Mustafi, ou Rudiger aussi, je crois, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être approfondir sur un autre podcast, mais c'est aussi l'ouverture à des joueurs d'origine étrangère. Alors je sais que c'est quelque chose c'est un sujet que tu apprécies particulièrement et tu as dû en parler à d'autres moments. Et voilà, c'était juste pour souligner que il y a du vivier, mais parce qu'aussi ils ont réussi à s'ouvrir à des joueurs d'origine étrangère, enfin qui sont en Allemagne, mais qui sont d'origine étrangère. C'est vrai, j'ai déjà eu la chance d'en parler dans le podcast de Matt Lemay, en donnant comme l'exemple suisse qui, grâce à tous les ex-réfugiés d'ex-Yougoslavie, il y a beaucoup d'ex, ont réussi à trouver finalement une nouvelle force et une nouvelle dynamique, et aussi ont réussi à trouver des joueurs qui ont un autre profil, justement, on en parlait tout à l'heure, qui ont un autre profil, d'autres qualités. Et donc, pour l'exemple suisse, c'est des joueurs qui sont très créatifs et qui sont capables de sortir du cadre, ce qui est un peu plus compliqué pour le joueur suisse qu'on a toujours connu. L'Allemagne, c'est vrai, on pourrait faire une émission là-dessus, comme d'autres sélections. Elle a cette chance maintenant, grâce à un certain nombre de changements, je crois, du droit de la nationalité, de pouvoir intégrer ce qu'on appelle généralement des binationaux. Et donc là, comme tu as dit, Mustafi, Rudiger, Kevin Trapp qui finalement est presque... Maintenant, on a presque l'impression qu'il est binational. Il parle tellement bien français. Voilà. Est-ce que tu as peut-être autre chose à indiquer ? Là-dessus, non, je crois que tu as été complet. Donc, Parfait. Donc, moi, je me ferai le plaisir et le devoir surtout de poster la référence de cet article de l'équipe. N'hésitez pas à aller le lire. C'est vraiment, très intéressant et 2, très impressionnant, pour ne pas dire effrayant pour les autres sélections. Eh bien, c'est fini. C'est les meilleures choses en petite fin. Le positif, c'est qu'on a finalement ouvert beaucoup de portes. Ouais, tout à fait. On a annoncé, prédit, espéré d'autres podcasts sur des sujets connexes. Alors, vraiment, merci Tom de ta participation. Je t'en prie, merci Alex. Excuse-moi encore de t'appeler Matt, mais finalement, Tom, Matt, on vient tous de la même planète. Ce podcast, il était très intéressant. Merci aussi pour ton aide et tes conseils pour ce premier numéro du Balado. C'était un plaisir. Merci au Cannes Football Club de m'accueillir, de nous accueillir encore une fois.
Abonnez-vous au podcast qui sont disponibles sur toutes les plateformes, au compte Twitter Cannes Foot Club, aussi sur Facebook. N'hésitez pas à aller visiter le Facebook. N'hésitez pas, puisqu'il ne faut surtout pas hésiter, à poser des questions, rebondir sur le podcast. Pour cela, mon Twitter est disponible 24 heures sur 24. Mon compte, Monsieur Foot de Foot, MRFOOTDEFOOT. Enfin, un merci particulier à Mathieu Lemay qui m'a découvert. Et bien sûr, je salue mon fils Adrien, qui est mon plus grand et mon seul fan. Merci encore, Thomas. Merci.